La parole est au ministre délégué chargé du budget, Jérôme Cahuzac. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, j'appartiens au gouvernement de Jean-Marc Ayrault qui a été investi par la représentation nationale. Votre question est donc légitime et il est normal que j'y réponde. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Et c'est donc devant la justice que je m'expliquerai devant ces contradicteurs en attendant d'eux des éléments probants qui, à ce jour, font manifestement défaut. Merci, monsieur le député, de m'avoir permis de le dire devant la représentation nationale. Merci, monsieur le député, de m'avoir permis de le dire. Avec cette vidéo, qui est un moment, j'en ai conscience, un peu douloureux, collectivement, à revoir, peut-être que vous ne l'aviez pas revu, on est plongé au cœur de la problématique de la confiance. En fait, dans cette scène se jouent tous les éléments importants de la confiance. Le premier élément, manifestement, c'est l'incertitude. L'incertitude, doit-on croire ou pas ce responsable politique? On ne le sait pas, on sait certaines choses, on ne sait pas d'autres choses. Quand on sait tout, on n'a pas besoin de faire confiance. Quand on ne sait rien, on n'a pas non plus besoin de faire confiance. On est dans une zone grise qui est la zone de l'incertitude. Le deuxième élément majeur, c'est la vulnérabilité. On peut faire confiance, mais on court à ce moment-là le risque d'être trahi. Et nous avons été trahis collectivement par ce responsable politique. Il a abusé de notre confiance. Nous avons choisi de franchir cette rivière d'incertitude et de dire « nous le croyons » si nous avons fait ce choix, et il a à ce moment-là trahi notre confiance. Donc, la confiance, c'est l'incertitude, c'est la vulnérabilité, en aucun cas c'est la garantie ou l'assurance. Et puis il y a un troisième élément qui est encore plus intéressant peut-être, c'est que la confiance, on le voit bien dans cette scène, c'est quelque chose de personnel, mais c'est aussi quelque chose de social. Se joue dans cette scène, vous avez vu les regards qui entourent Jérôme Cahuzac, l'intensité des membres de ses collègues du gouvernement qui le regardent et qui essayent de percer le mystère. Dit-il vrai, dit-il faux? Parce qu'ils savent les conséquences politiques que ça entraîne. Mais justement, les conséquences politiques sont considérables. Parce que Jérôme Cahuzac ne se contente pas de dire à un ami « crois-moi », il invoque pour cela toutes les institutions, le gouvernement, la représentation nationale, la justice, et il invoque toutes les institutions pour appuyer son mensonge. Et parce qu'il a fait ça, son mensonge va ouvrir une crise politique dans laquelle nous sommes encore. De ce mensonge interpersonnel va résulter une crise sociale et politique. Donc, à l'évidence, cette scène, très courte, concentre un certain nombre d'éléments majeurs de la confiance. Alors, qu'est-ce qui a suivi très directement ce moment de crise? On a tenté d'y remédier, bien sûr. Crise politique absolument majeure, le gouvernement a tenté de prendre des mesures. Et parmi ces mesures, la mesure la plus forte a été la transparence. La transparence des patrimoines. On va, sur Internet, publier l'intégralité des patrimoines pour des ministres, pour rétablir la confiance avec les citoyens. Et donc, le maître mot, ça a été la transparence. La transparence, dans l'idée que la transparence pouvait rétablir la confiance, que même seule la transparence, finalement, pourrait rétablir la confiance parce que le lien avait été véritablement brisé. Et ce qu'on réalise jour après jour, c'est que ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce que, finalement, la confiance, c'est cette chose très fragile qui met beaucoup de temps pour se construire et très peu de temps pour se détruire. Et ce qui s'est passé là, c'est de la destruction de confiance. Et la transparence ne pourra pas, finalement, rétablir ce lien qui a été perdu. Ça nous dit quoi de plus? Ça nous dit que la confiance, c'est une chose fragile, c'est une chose invisible. Et un économiste dit très joliment que la confiance est une institution invisible, comme l'autorité, par exemple. C'est une institution invisible. C'est quelque chose qui fait tenir la société, mais qu'on ne voit pas à l'état normal,
qu'on voit généralement que pendant la période de la crise. Et à ce moment-là, son importance apparaît de manière spectaculaire. Et donc, c'est cette petite chose fragile. Alors pourquoi est-ce que cette petite chose fragile est tellement précieuse? En raison d'un mot que permet la confiance et qui a été évoqué tout à l'heure. Et ce mot majeur, c'est le mot de coopération. La confiance, c'est ce qui distingue chez les hommes la capacité précise de coopérer avec des inconnus. Parce que la coopération, ça n'est pas quelque chose de propre à l'espèce humaine. À l'évidence, sur la planète, toutes les espèces animales coopèrent. Beaucoup d'espèces, devrais-je dire, coopèrent. Et il y a des espèces qui coopèrent de manière très impressionnante. Les fourmis, par exemple. Les fourmis coopèrent ensemble depuis bien plus longtemps que nous, 60 millions d'années. Elles ont inventé l'agriculture bien avant nous. Il y a 60 millions d'années, nous, seulement 10 000 ans. Et elles sont capables de faire des choses admirables, si on veut, d'un certain point de vue, qui sont les fourmilières. Bon. Mais les fourmilières, ce ne sont pas les fusées spatiales. C'est-à-dire que, certes, des espèces coopèrent, certes, elles sont capables de produire des choses qui peuvent être impressionnantes, mais en même temps, les espèces animales rencontrent une limite. Et cette limite, c'est les liens du sang et c'est la communauté. Et c'est cette limite que l'espèce humaine arrive à franchir. C'est cette limite, cette rivière d'incertitude dont je parlais, que l'espèce humaine arrive à franchir pour coopérer avec l'inconnu, pour faire en sorte que même si quelqu'un n'est pas de la famille, de la tribu, du clan, de la communauté, on s'engage avec lui ou elle dans le processus de coopération pour faire ce que nous faisons, c'est-à-dire la prospérité économique, la liberté politique et un succès phénoménal sur la planète depuis plusieurs millions d'années. Donc la coopération, c'est bien, la coopération sociale, c'est bien ce que permet la confiance, et c'est incontestablement la coopération sociale qui est au cœur de la réussite de l'espèce humaine sur la planète. Donc ça n'est pas rien, c'est quelque chose de fondamental. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin pour essayer de définir de manière un peu plus précise ce que fait la confiance? En proposer rapidement une définition, la confiance, c'est une espérance de fiabilité dans une conduite humaine. Je pense que tu vas faire cela, c'est essentiellement ça. Quelqu'un fait confiance, quelqu'un d'autre se révèle ou pas fiable. Voilà les grands principes de la confiance et de l'échange, disons, entre la confiance et la fiabilité. Mais donc, que fait précisément la confiance? La confiance fait deux choses que j'ai résumées sous le terme de coopération. La confiance réduit l'incertitude. Et plus exactement, la confiance transforme l'incertitude en risque. L'incertitude, c'est l'état dans lequel tout est tellement incertain qu'on ne peut même pas attribuer des probabilités de réalisation à tel ou tel événement. Le risque, c'est transformer l'incertitude dans quelque chose que l'on peut calculer. Et de fait, tous les jours, vous faites, je fais des calculs de confiance. Certains sont des calculs très audacieux, quand je rencontre quelqu'un pour la première fois et que je fais affaire avec lui. D'autres sont des calculs d'habitude, de pure habitude. Le fait, par exemple, de faire confiance à son garagiste qui a réparé ses freins, quand on connaît bien son garagiste, c'est un calcul de confiance, mais au fond, c'est une habitude. Et tous ces petits calculs de confiance permettent que la société fonctionne de façon fluide. Ça permet le lubrifiant des relations sociales. S'il fallait s'arrêter à chaque fois au moment du calcul de confiance pour dire « le fais-je ou pas », eh bien, ça bloquerait la coopération sociale. Donc, évidemment, la confiance, soit par habitude, soit par calcul, ça permet cette coopération. Et puis l'autre chose que fait la confiance, c'est d'accélérer la réciprocité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se connaît, une fois qu'on se fait confiance, eh bien, on va aller beaucoup plus vite dans la coopération sociale et on va accélérer le fait de donner et de recevoir. Par exemple, si vous allez chez un primeur que vous connaissez, vous n'avez pas l'argent suffisant pour acheter un fruit, ça n'est pas grave, repassez demain, vous me donnerez à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on se connaît et donc du coup, un jour, c'est l'un qui va donner et l'autre, c'est l'autre qui va donner. Et ces petits échanges de dons et de contre-dons vont finalement accélérer, là aussi, la coopération sociale. Voilà ce que fait la confiance. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment on fait la confiance. Si on a compris
ce que faisait la confiance, comment peut-on la créer, cette confiance? Sur quoi repose-t-elle? Quels sont ses facteurs? Quels sont les éléments qui permettent justement de la créer? Et là, on peut se référer à diverses études qui ont été faites pour essayer d'identifier les facteurs de confiance. Et on peut dire au fond, il y a 3 facteurs principaux. Le premier facteur, c'est la compétence. Si je décide de confier mes enfants à une babysitter, c'est parce que je pense que la babysitter va en prendre soin. Donc la compétence va être un facteur majeur de confiance. Bon, ça, c'est un facteur qui ne pose pas particulièrement de problème à comprendre. L'intégrité, ça nous renvoie à l'idée que la confiance, c'est quelque chose d'individuel, mais aussi quelque chose de social. Pourquoi? Parce que l'intégrité, c'est le respect des normes. On fait d'autant plus confiance qu'on pense que la personne est soumise à un respect des normes et des codes. Vous ne ferez pas confiance de la même manière aujourd'hui en Russie, en Chine ou en France, selon que vous pensez qu'il y a derrière le fait de respecter sa parole une sanction qui va être la norme d'un système judiciaire qui fonctionne sans corruption ou d'un système policier. Bon. Donc, ce qui fait que, évidemment, dans l'exécution d'un contrat, on fait plus ou moins confiance selon le contexte. Vous ne ferez pas confiance de la même manière en plein jour à Paris, dans le 16e arrondissement, et dans une ruelle sombre, quelque part, dans un pays mettons, soumis comme le Mexique, par exemple, soumis à une violence absolument généralisée. Bon. Donc, évidemment, le contexte social déterminera l'action individuelle. Et puis, le troisième paramètre, c'est le paramètre de la bienveillance. La raison pour laquelle je décide que tes intérêts sont mes intérêts, que je vais prendre en compte tes intérêts dans le calcul de mes intérêts. Et cette bienveillance, finalement, elle nous amène à nous poser la question du facteur un petit peu irrationnel dans la confiance. Pour l'instant, on parle de choses qui sont rationnelles, le calcul, les normes sociales, la dimension de coopération, la dimension d'intégrité. Mais il est évident que dans la confiance, il y a une dimension irrationnelle, une dimension qu'on trouve dans l'idée de bienveillance qui ne correspond pas simplement à quelque chose de l'ordre du calcul ou de la rationalité. Et c'est là où je voudrais vous amener à vous interroger de manière prudente sur la confiance. Parce que quand on est dans le discours irrationnel, justement, on commence à comprendre que la confiance peut devenir une espèce de pensée magique. Il y a, dans les discours sur la confiance, quelque chose de légèrement inquiétant, pas seulement pour les économistes, mais de manière générale pour le citoyen, parce qu'on a le sentiment parfois que quand on parle de confiance, c'est pour ne pas parler du réel. Quand on parle de confiance, c'est pour ne pas parler de ce qui se passe vraiment, mais pour parler de ce qu'on croit, de ce qu'on voudrait, de ce qu'on espérerait, de cette chose, de cette harmonie collective qui n'existe pas. Je vous donne un exemple très simple. Paul Krugman, qui est un prix Nobel d'économie, qui écrit pour le New York Times, regarde des États-Unis la situation en Europe. Que voit-il? Des gouvernements qui pratiquent des politiques d'austérité qui conduisent à moins de croissance et plus de chômage. Et il dit, quand je viens en Europe pour des séminaires et que j'entends par exemple les gens de la Banque centrale européenne ou les gens qui sont en charge des politiques économiques en Europe, j'ai l'impression qu'ils invoquent dans leur discours la fée confiance. La fée confiance qui, miraculeusement, va ramener la croissance, va faire baisser le chômage, indépendamment des politiques économiques que l'on fait, parce que finalement, l'économie, c'est bien connu, c'est au fond de la psychologie. Ce genre de raisonnement, c'est-à-dire faire exactement le contraire de ce qu'il faut en termes de compétences, mais invoquer la confiance en espérant que ça n'aura pas de conséquences, c'est très exactement là où la confiance de pensée magique peut devenir une pensée maléfique. Et je voudrais invoquer un souvenir qui est peut-être un souvenir d'enfance, ça l'est pour moi en tout cas, qui est une figure, un dessin animé bien connu de Walt Disney, tiré d'un livre de Rudyard Kipling, qui est Le Livre de la Jungle. Et dans Le Livre de la Jungle, dans le dessin animé, dans le livre, c'est un peu différent, mais dans le dessin animé, il y a une figure qui est le serpent K. Et le serpent K a pour particularité d'essayer de dévorer Mowgli tout au long du dessin animé. Et en particulier, il y a une scène qui est une scène très impressionnante quand on est enfant, d'ailleurs même quand on est adulte, qui est la scène où K chante à Mowgli ce qu'on pourrait appeler la petite chanson de la confiance. Et il lui chante « Aie confiance, crois en moi ». Et en même temps qu'il lui chante « Aie confiance, crois en moi », il enroule
de son corps et il s'apprête à l'étouffer et à le dévorer, et ses yeux dessinent des spirales, et il est en train d'hypnotiser Mowgli avec la chanson de la confiance pour finalement pouvoir le dévorer. Et ça n'est que l'intervention de Bagheera qui va permettre à Mowgli d'échapper au croc de Kaa. Et ce que nous dit cette allégorie de Kaa, très simplement, c'est que quand quelqu'un vous dit en permanence « aie confiance », c'est qu'il y a peut-être un problème. Et que quand quelqu'un n'arrête pas de dire « ayez confiance », alors que manifestement la situation n'est pas bonne, c'est peut-être qu'il y a un petit piège dans le discours de la confiance. Et c'est pour ça que la confiance, à mon avis, se comprend bien avec une certaine prudence. Et que l'idée, c'est d'être prudent par rapport au discours sur la confiance. Et je voudrais terminer avec 2 illustrations de la nécessité de cette prudence. La première illustration, c'est cette histoire qu'on se raconte en France sur l'idée que nous sommes une société de défiance, que nous ne croyons plus en rien, que nous ne croyons surtout pas les uns dans les autres, et que nous ne croyons plus dans nos institutions, nous n'avons plus confiance en personne ni en rien. Et que c'est ça qui explique la majeure part de nos problèmes actuels. Quand on regarde les enquêtes d'opinion sur cette fameuse défiance française, ce n'est pas du tout l'image d'une société rongée par une défiance généralisée qui apparaît. Ce qui apparaît, c'est l'image d'une société qui fait des choix de confiance, qui choisit d'accorder sa confiance à certaines institutions et pas à d'autres. Et en particulier, les Français font une confiance considérable dans leurs hôpitaux. Et on peut penser que c'est pour de bonnes raisons, parce que ce sont parmi les meilleurs hôpitaux du monde et que les Français sont très attachés aux services publics et que la sécurité sociale est une valeur à laquelle les Français sont attachés. Et puis, il faut une confiance qui est à peu près diamétralement opposée aux partis politiques. Et on peut penser que c'est pour de bonnes raisons, parce qu'ils pensent que les partis politiques, actuellement, ne répondent pas à leurs problèmes, contrairement aux hôpitaux. Donc l'idée selon laquelle on est rongé par la défiance généralisée et finalement, c'est ça le problème de la France, eh bien, ça trouve une limite certaine, et là, première méfiance à l'égard de la confiance. Deuxième méfiance, et je vais terminer presque par là, avec cette idée qu'autour de la table, quand on commence à dire « bon, écoutez, faites-moi confiance, arrêtons les débats », il y a un problème. Est-ce que la confiance, c'est finalement étouffer la différence? Est-ce que ce qui est le plus précieux dans une organisation, ça n'est pas la construction d'une différence assumée, la construction d'un consensus qui passe par le désaccord, qui passe par l'exposition des arguments et qui passe par le fait de se mettre d'accord sur ce précisément en quoi l'on croit et ce sur quoi on est en accord ou en désaccord. Autrement dit, une organisation solide, c'est une organisation qui assume la différence et qui est capable de la dépasser. Pas une organisation qui étouffe la différence à l'image du serpent K, qui ne veut pas finalement écouter la différence au nom du discours sur la confiance. Donc là aussi, méfiance et prudence à l'égard du concept de confiance. Je voudrais terminer par où j'ai commencé, c'est-à-dire par un extrait vidéo. Je vous resitue en 2 mots le contexte. Le contexte, c'est celui des négociations sur le désarmement nucléaire des années 80 entre les États-Unis et l'URSS. Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev sont parvenus à un premier traité de désarmement nucléaire et ils vont donner une conférence de presse ensemble. Et c'est un moment qui est à la fois extrêmement drôle et extrêmement intéressant. Je vous propose de le regarder. The importance of this treaty transcends numbers. We have listened to the wisdom in an old Russian maxim. Though my pronunciation may give you difficulty, the maxim is dovyai no provyai. Trust but verify. На каждой встрече вы это повторяете. You repeat that at every meeting. I like it. Moment formidable, Ronald Reagan, président comédien qui terminera sa vie en ne se souvenant plus qu'il a été président. Frappé par la maladie d'Alzheimer. Et là, Ronald Reagan, président-comédien, qui met en scène cette espèce d'entente, mésentente avec l'URSS. Et au fond, ce qu'il nous dit, c'est faites confiance, mais vérifiez.
il y a bien quelque chose de l'ordre du lien d'amitié, du lien personnel qui se noue entre ces deux hommes, mais les responsabilités sont tellement considérables qu'on ne peut pas s'en tenir simplement à l'idée de la confiance. Faites confiance, mais vérifiez. Oui, on prend pour acquis ce que disent les Russes les Soviétiques sur leur arsenal, mais quand même, on va s'assurer du fait qu'il y a bien le nombre de têtes nucléaires qui nous disent qu'il y a, parce que ça va finalement donner encore plus de valeur à ce traité. Et bien, c'est exactement comme ça que je voudrais terminer, avec à la fois cet encouragement à la confiance et en même temps à la prudence. Faites confiance, mais vérifiez.